Romain. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez d'Angoulême et c'est vous qui avez donc créé Trizy. Je le disais, c'est une start-up à impact. C'est quoi exactement Trizy? Alors Trizy, effectivement, c'est une start-up à impact positif pour l'environnement, pour la société. Et on est spécialisé dans la création d'outils innovants, ludiques, de sensibilisation à la réduction des déchets. On commercialise auprès des collectivités locales à destination des habitants. Alors, ça a l'air très intéressant, mais comment ça fonctionne? Trizy, déjà, on voit le logo, c'est un petit panda bleu, c'est un robot conversationnel, c'est ça, un chatbot? Alors initialement, exactement, Trizy, c'était un outil digital, un chatbot qu'on déployait sur les sites internet des collectivités pour guider les habitants dans la gestion de leurs déchets. Je dis, salut Trizy, où est-ce que jette un pot de yaourt, un tube de dentifrice, et en fonction du territoire où on habite, parce que les consignes ne sont pas les mêmes partout. Oui, c'est encore un peu difficile, c'est assez disparate. Exactement, même si ça tend à s'homogénéiser, les couleurs de bac ne sont pas toujours les mêmes, les consignes ne sont pas toujours les mêmes. Donc voilà, ce panda répond aux questions et il a grandi ce panda. Et maintenant, donc il y a toujours cette partie conversationnelle, ce qu'on appelle le chatbot, mais il y a plein d'autres fonctionnalités. Une carte dynamique, on va retrouver tous les équipements, les dispositifs liés aux déchets autour de chez soi, les points d'apport volontaire, les bornes textiles et déchetteries, les structures du réemploi. Il y a du contenu, on produit des vidéos, on rédige des tutos, des articles, des astuces, comment faire, je sais pas, sa lessive maison par exemple. Ouais, c'est ça, vous donnez plein de petites astuces. L'idée c'est quoi? C'est de donner envie aux gens de réduire leurs déchets, de bien trier déjà, mais aussi de réduire leurs déchets? Ouais, vous avez tout dit, c'est exactement ça. En fait, depuis que je suis tout petit, j'entends toujours, et d'ailleurs on entend tous, si on met sa bouteille en plastique dans le bac jaune, on est un citoyen au top, on a un élève modèle, c'est ce qu'il faut faire. Alors certes, le recyclage c'est nécessaire, mais c'est plus suffisant. Et aujourd'hui, bien trier ses déchets, c'est loin d'être suffisant pour la planète. Il faut aller plus loin, donc il faut réduire ses déchets. Donc notre combat, c'est de dire oui, bien trier, c'est bien, c'est le bon début, mais il ne faut pas s'arrêter là. Et il y a plein d'astuces, de gestes du quotidien qu'on peut faire. Acheter une gourde au lieu de remplir et la remplir au lieu d'acheter des bouteilles en plastique. C'est pas plus compliqué. Et tout ça sont des conseils qu'on trouve grâce à Trizy. Donc vous dites, votre clientèle, c'est vraiment les collectivités. Ce sont les collectivités que vous démarchez. Vous avez vu qu'il y avait un vrai besoin là. Exactement. Tout d'abord, en tant qu'habitant, de citoyen, tout simplement, de se rendre compte que c'est une information qu'on a toujours du mal à trouver sur le site de sa collectivité. Je vous invite à faire le test, de savoir comment voter un pot dentifrice, une coquille d'huître, un bouchon en liège, cherchez l'info sur le site de votre collectivité et puis vous allez vite avoir besoin de quelques minutes et quelques clics pour trouver l'info. Donc les collectivités font appel à vous parce qu'il y a besoin d'informer les citoyens des collectivités et d'une façon aussi un peu ludique. Et un exemple, c'est le Calito Fest, c'est le festival zéro déchet en Charente, à Angoulême. Racontez-nous un peu l'histoire de ce festival et comment ils se sont emparés de votre outil. Exactement, on a rencontré les acteurs des déchets en Charente, donc le syndicat départemental Calitom, Grand Angoulême, Grand Cognac, et on a travaillé avec eux depuis 3 ans à créer donc Calito Fest, le festival dédié à la réduction des déchets, pour toucher les Charentais de manière différente, justement, ludique sur le sujet des déchets. Donc c'est un festival qui a lieu à Mornac, juste à côté d'Angoulême, sur le centre départemental de tri des déchets, donc une grosse usine où il y a tous nos sacs jaunes du département qui arrivent et qui sont triés dans les tapis roulants, il y a plein de machines, etc. Et l'idée, c'est que les gens prennent conscience que ce sont leurs déchets, mais de manière ludique. Par exemple, l'année dernière, dans la 2e édition qui a eu lieu, le festival s'est clôturé par un concert en plein milieu des déchets dans le site industriel. On a mis une scène, des projecteurs, etc. pour montrer que et rendre le sujet. Mais en fait, c'est ça, c'est le maître mot, c'est ludique. Vous arrivez à rendre les déchets plutôt sympas et sexy. Et ça, c'était pas gagné. Et c'est là-dessus que butaient un petit peu les collectivités d'ailleurs. Oui, c'est ça. En fait, je pars du principe que plus un sujet est complexe et moins on s'y intéresse, plus il faut redoubler d'efforts pour faire passer le bon message. L'exemple que je donne souvent, c'est si il y a une nouvelle saison de Game of Thrones ou un nouvel iPhone qui va sortir, les gens ils vont par eux-mêmes chercher l'information, chercher les fuites, s'informer, se passer les infos, etc. Sur les déchets, non, si on ne fait pas un effort pour simplifier l'accès à l'information, c'est l'information qui doit aller à l'usager, c'est pas l'usager qui va chercher pendant des heures et des heures comment bien se débarrasser d'un déchet. Alors ce qui est génial, c'est que votre start-up, elle a convaincu plein de collectivités. Alors en Nouvelle-Aquitaine, dans notre région, en quelques mots, il y a quoi? Il y a Poitiers, Angoulême, Bordeaux, Libourne, La Rochelle, Limoges, mais plein d'autres collectivités ailleurs en France
quelques-unes? Exactement, on travaille avec la ville de Roubaix, avec la ville de Miramas, avec la métropole de Grenoble, l'agglo de Laval, on est aussi avec le gouvernement de Monaco. Avec, voilà, on est un petit peu partout, dans toutes les régions de France, on a une présence, donc c'est chouette et ça montre qu'il y a vraiment un besoin. Ah bah, il y a clairement un besoin. Et alors, pour rendre le truc encore plus sympa et encore plus ludique, vous avez une idée, c'est développer carrément des escape games autour du monde des déchets, quoi. Exactement, autant pousser le sujet au maximum, le côté ludique. L'idée, c'est justement de reprendre tous les codes d'un escape game, donc fouille, réflexion, manipulation, surfer un peu sur cette vague des escapes où tout le monde adore faire ça, mais du coup, toutes les énigmes ont un message derrière, ont un sens. L'idée, voilà, c'est sur un format des sessions d'1 heure et pouvoir apprendre en s'amusant, pouvoir manipuler, pouvoir toucher, pouvoir s'arracher les cheveux sur des sujets qui sont liés aux déchets, finalement passer un bon moment. Et je crois que ça cartonne parce que vous avez convaincu les plus réfractaires, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Oui, ça cartonne. On n'arrive plus à en produire suffisamment. D'ailleurs, on a beaucoup de demandes et c'est un format encore une fois nouveau. On essaye vraiment de proposer des choses innovantes à chaque fois qu'on n'a pas vu et prendre des sujets qui marchent bien ailleurs et l'adapter au monde des déchets et montrer que les déchets peuvent être sexy. Eh ben bravo, les déchets peuvent être sexy, c'est vraiment effectivement la mission de Trizy. Pour l'instant, vous la réussissez très bien. Vous restez avec nous, Romain, on continue à parler aussi un petit peu de votre parcours dans quelques instants. Mais d'abord, on va parler conso avec Alex. Petite pause gourmande même aujourd'hui, Alex. Gourmande, croquante. Non, pas croquant, là, pas du tout. Non, pas du tout. Effectivement, bonjour Romain, on va parler du miel aujourd'hui. Peut-être que miel au petit déjeuner. Ouais, ou à 4 heures. Ou à 4 heures. En pleine nuit. Ou un petit grog aussi quand on est malade, un peu de miel. Quand on tousse pendant une émission, une petite cuillère de miel, ça c'est génial. Miel, parfait. Produit très apprécié par les Français et les Françaises. On a un petit chiffre, 45 000 tonnes. C'est la consommation de miel des Français par an. 45 000 tonnes. Donc, vous voyez, c'est assez impressionnant. Ouais. Quand on sait que le miel, ça pèse pas non plus énorme, ça veut dire qu'on en mange du miel. Le souci, c'est que d'année en année, la production de miel en France baisse. Dans les années 90, on était à 30 000 tonnes. Aujourd'hui, à votre avis, à combien est-ce qu'on est de tonnes de production en France? Si ça a baissé, on est à, je sais pas, 25 000 peut-être? Romain, 20 000 10 000 tonnes. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'il y a 35 000 tonnes de miel en France consommées par les Français qui sont importées. Donc c'est assez impressionnant. Et qui dit importation dit parfois du miel qui n'est pas de très bonne qualité. Alors d'abord, pourquoi est-ce que cette production a baissé? Le changement climatique, ça c'est un gros problème. On en parle beaucoup de ce dérèglement climatique. Donc les abeilles, la production de miel baisse. Donc forcément, on va le chercher ailleurs. Et je le disais, importation rime parfois avec miel qui n'est pas de bonne qualité. C'est pas parce qu'on voit bio écrit sur du miel qu'il ne vient pas de l'autre bout du monde et qu'il est de bonne qualité. D'accord. Ça c'est un problème. D'où est-ce qu'il vient, le miel? Généralement de Chine, beaucoup, pays de l'Est également, on l'importe et ensuite le problème c'est qu'il est transformé. C'est pas du vrai miel. C'est pas du miel 100%. Non, on va le couper avec des sirops, avec du sucre de riz, du sucre de blé, du sucre de betterave, on va mettre du glucose et au final. C'est marqué ça sur les pots? Alors, le problème c'est que c'est un peu flou. La Commission européenne a sorti justement un rapport où c'est un peu flou, où on voit les pays de provenance. Par exemple là, je vous ai ramené un miel qui vient de Bulgarie et d'Argentine. Mais on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on lit miel de fleurs, miel de ci, miel de ça, et au final on ne sait pas vraiment s'il y a du glucose qui a été rajouté, s'il y a des additifs au niveau du sirop, au niveau du sucre. Donc c'est très très flou. En tout cas, pour savoir la provenance, il faut bien regarder les étiquettes. Normalement, c'est quand même obligatoire, c'est ça, sur les étiquettes? Normalement, c'est marqué. Maintenant, il y a écrit sur le bouchon. Alors si c'est pas sur l'étiquette, c'est sur le bouchon. Il faut vraiment bien lire. C'est parfois c'est un tout petit. Exactement. Il y a écrit. Et le problème, c'est que c'est souvent des miels composés de plusieurs pays qui arrivent et qu'on va mélanger. Donc là, c'est problématique. Donc effectivement, la première des solutions, si vous voulez avoir un miel de qualité, c'est de regarder la provenance. Si vous voyez un miel qui vient de Bulgarie, Argentine, Chine, etc., là, vous savez que vous allez avoir un miel qui est transformé et c'est pas top. Ce qu'il faut regarder aussi, les petites indications sur l'étiquette, récolté à froid. Ça, c'est important. Mais c'est une petite chose qui va garantir une qualité de miel. Autre chose, récolté et mise en pot chez le producteur. Ça, c'est important. Pas récolté, simplement récolté,
et ensuite mis en pot ailleurs, récolté et mis en pot chez un apiculteur. Ouais, là, vous savez qu'il y a toute la chaîne qui a été faite et qui va garantir un miel de qualité. Ça, c'est les petites astuces à regarder sur l'étiquette. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai ramené un miel qui provient Poitou-Charentes, Nouvelle-Aquitaine, miel français, chez vous, qui a été récolté et mis en pot en France, en Poitou-Charentes, et un miel donc qui vient de Bulgarie et d'Argentine. Et on va devoir deviner lequel. Je vous en donne un chacun. Allez-y, goûtez. Et vous allez me dire à votre avis, est-ce que tu as le miel français? Est-ce que vous avez le miel français? Romain, qui a le miel français? Qui a le miel Bulgarie, Argentine? Oui, très bon. Crémeux. Romain? Il est bon, mais j'attends de comparer. Allez-y, comparez. Maintenant que vous avez fait la comparaison. Ah, le premier. Exactement. Exactement. Le premier est bien meilleur. On voit bien la différence. Et la petite astuce. Liquide d'ailleurs. La petite astuce. Alors il y a un miel de fleurs, un miel d'abeille, mais ça, bon. Non, mais c'est vraiment le goût. Et la petite astuce, si vous êtes à la maison pour voir si vous avez un miel de qualité ou pas, c'est vous prenez un verre d'eau. C'est tout simple. Vous prenez un verre d'eau, vous mettez de l'eau froide dedans, pas de l'eau chaude, eau froide, parce que sinon ça va forcément se diluer. Vous prenez, donc ça c'est le miel qui est de moins bonne qualité. Vous le prenez, vous mettez à l'intérieur de l'eau froide. Vous le laissez aller au fond, les deux vont aller au fond, et ensuite, vous touillez. Quand vous allez touiller le miel qui est de mauvaise qualité, vous allez arriver avec un miel qui va se diluer quasiment instantanément en tournant pendant 20 secondes. Vous voyez, le miel s'est dilué. Si vous allez au fond, vous n'avez quasiment plus de miel. Ouais. Si vous prenez le miel français qui est de bonne qualité, si vous essayez de tourner et que vous essayez de diluer, il ne va pas se diluer. Il ne va pas se diluer. Et si vous allez au fond, il n'a quasiment pas bougé. D'accord. Donc c'est la petite Même astuce. si c'est du miel liquide, parce que là c'est la consistance qui est différente. Oui, mais si c'est du miel liquide, ça veut dire qu'à l'intérieur on a rajouté du glucose, on a rajouté des sirops, on a rajouté des additifs. Donc forcément il va mieux se diluer. Donc la petite astuce c'est ça, à la maison, prenez vos pots de miel, vous mettez de l'eau froide, vous les mettez à l'intérieur, vous touillez. Si ça se dilue directement, c'est que c'est un miel qui a été mélangé. Si c'est un miel, un vrai miel, bonne astuce. Vous aurez dans le magasin dès qu'on l'achète. Ouais, c'est compliqué dans le magasin. Mais au moins pour la fois d'après, vous le savez. Dans le magasin, il faut bien lire les étiquettes, les bouchons quand même déjà, c'est une première indication. C'est une astuce là. Récolter, mise en pot. Ouais, puis aller sur les marchés, il y a souvent des apiculteurs qui vendent leur miel, donc en direct, c'est quand même top. Merci beaucoup Alex pour cette astuce du miel, et puis tu nous laisses un peu de miel là, on en mangera un petit peu tout à l'heure. Voilà. Pour revenir sur votre parcours, Romain, vous êtes un ancien d'EDF. Oui. Vous n'avez pas toujours été créateur d'entreprise. Non, j'ai pas créé EDF pour le coup. Non, je crois pas. Non, j'étais chercheur EDF, je travaillais sur plein de sujets innovants aussi, autour du digital, des maisons connectées, c'était super intéressant, mais un peu différent de ce que je fais aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de quitter EDF pour vous lancer dans l'aventure de la création d'une start-up ? Entreprendre justement, pouvoir créer des choses. Je pense que je suis vraiment un créatif et j'ai besoin de créer des projets, de convaincre des gens de me suivre et puis de les concrétiser, de les mettre en œuvre. C'est ce que je fais aujourd'hui et je m'éclate et je regrette pas d'être parti. Ouais, et puis il y a un vrai beau développement. 10 salariés, c'est ça aujourd'hui ? Ouais, on est une dizaine aujourd'hui, c'est ça. Donc, vous embauchez encore ? Ouais, on est en train d'embaucher encore. Donc c'est chouette, il y a quelques années j'étais encore tout seul dans mon appart et là du coup on a des bureaux à Angoulême, on a des bureaux à Bordeaux, l'équipe qui grossit, les projets aussi, donc c'est chouette et c'est que le début. Alors c'est pas tout d'avoir des bonnes idées, après il faut savoir les concrétiser, il faut savoir quoi s'entourer. Vous avez été dans une pépinière d'entreprise, en même temps plusieurs structures qui vous ont accompagné. C'est ça, on a été beaucoup accompagnés. Aujourd'hui on a des bureaux qui sont toujours à la Technopole de Grand Angoulême qui s'appelle Eurekatech et on a aussi été accompagnés à Bordeaux par le campement qui est dans l'espace Darwin. Dans l'espace Darwin, exactement, qui est l'incubateur des solutions durables de la ville et de la métropole de Bordeaux. On a aussi eu un accompagnement avec Paris & Co, qui est l'incubateur de la métropole de Paris, dans un programme à distance. C'était pendant le Covid en plus, donc c'était pas bien gênant d'être à distance. Exactement. Et puis des programmes plus courts aussi d'accompagnement de start-up à impact positif. C'est vrai que c'est pas la même manière de voir les choses, de voir les modèles économiques. Quand on cherche à avoir un impact positif sur la société, sur l'environnement, parfois c'est compliqué d'avoir un équilibre financier quand on veut faire le bien quelque part. Donc voilà, il y a des choses assez spécifiques. Donc, et là, vous avez un peu de recul du coup. Ouais, c'est ça. Vous avez une aide de la région aussi. Exactement, on est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine. C'est vrai qu'on a la chance dans la région d'avoir différents dispositifs qui aident et qui accompagnent les startups. C'est pas le cas dans toutes les régions. Donc j'en profite pour remercier la région Nouvelle-Aquitaine. On a aussi eu un financement de l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Oui. Exactement. Donc on va aussi chercher des concours, des appels à projets pour
pour financer notre développement. Et aujourd'hui, donc, vous fonctionnez bien, financièrement aussi. Vous êtes une entreprise, on peut dire, saine. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on est une entreprise saine, on est autofinancé, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de levée de fonds, on n'a pas d'investisseurs qui nous disent quoi faire. Donc, on a la liberté de pouvoir suivre nos idées, développer des nouveaux projets. Ça n'a pas de prix. Eh bien, bravo, Benoît. On va faire du sport, mais enfin non, Romain, je vous appelle Benoît, mais c'est Romain. Je suis troublée parce que je vais devoir faire du sport. Et j'ai presque envie d'envoyer Alex, mais je suis sympa et je vais y aller. Allez, on se retrouve juste après. Et oui, c'est le moment que je préfère dans cette émission, le moment où il faut s'activer. Oui, et en plus là, il va falloir s'activer et travailler nos deux hémisphères. Et ça, c'est le droit et le gauche. Fan, ouais, c'est un peu donc dur pour moi. c'est bien l'idée là sur le brain gym en fait. Brain gym, toi, brain comme cerveau. Voilà. Exactement, et gym comme gym. Ben voilà. Exactement. L'idée là, c'est en fait d'activer à la fois l'équilibre, les hémisphères cérébraux en travaillant sur des mouvements de coordination. Donc on sait que l'hémisphère gauche travaille sur toute notre partie gauche, c'est-à-dire qu'elle va activer. Non, le gauche. L'hémisphère gauche travaille sur la partie droite. Alors là, l'idée, c'est de coordonner. Ça y est, je suis perdue. Normalement, alors, on va j'apporterai d'autres éléments la prochaine fois, mais l'idée, c'est vraiment qu'à un moment, on croise, donc on va faire des coordinations et faire en sorte que les deux hémisphères collaborent le plus possible. On va créer des connexions, on va les développer, ce qui va aider en fait les personnes qui ont du mal justement à avoir éventuellement de la mémoire, à avoir de la concentration. Donc ça peut aider des enfants qui ont des problèmes de dyslexie, qui ont des problèmes de quel qu'il soit, aussi les personnes âgées qui en un moment ont besoin à la fois de travailler l'équilibre et aussi de travailler un peu la mémoire et la coordination. Donc on est exactement dans le type de gym qu'on peut utiliser, de support que l'on peut utiliser. Ça peut être utile pour une présentatrice d'émission. Alors moi j'ai pas cité ce type de public, mais on va voir si tu te débrouilles bien. Alors, on va déjà travailler sur la respiration. Dans un premier temps, on va essayer d'oxygéner notre cerveau, donc on va essayer de se concentrer sur l'inspiration. Tu vas inspirer et retenir 6 secondes. Une fois que tu as inspiré par le nez, tu retiens 6 secondes. Puis, tu expires par la bouche 6 secondes. Très bien, on va le faire 2 fois supplémentaires. Tu reprends, tu inspires, tu t'endors pas, tu inspires par le nez 6 secondes et tu expires 6 secondes. Une fois de plus, on reprend, tu inspires 6 secondes, voilà, tu retiens et tu expires. Ok, jusque-là, tout va bien. Voilà, donc là, maintenant, on va essayer de coordonner nos mouvements. Je vais te demander d'aller toucher avec ta main droite la semelle gauche. Voilà, et alors, on va... Sans baisser le torse, non? On peut, alors là, du coup, tu travailles en plus les abdos, si on fait bien le mouvement. Si c'est trop difficile, on peut baisser le torse, parce que là, on va travailler surtout sur la coordination. Voilà, on va accélérer un petit peu. Voilà, quand on l'a bien compris... Bon, là, ça va, c'est pas trop. Ok. Maintenant, je vais te demander d'aller chercher à l'arrière. Tu vas toucher à l'arrière. Voilà, déjà. Donc là, tu vas toucher à l'arrière. Très bien. Et pareil, tu essayes d'accélérer. Très bien. Donc là, on croise bien les mouvements. C'est pas Karine qui va venir à ma place. Il va falloir le faire devant et ensuite croiser à l'arrière. Tu refais devant, croise, allez, ici, hop. Devant, tout le monde essaye de le faire, ici. Tiens, Karine, essaie de faire derrière ton bar. Hop, derrière. Ok, jusque-là, oui, ça allait à peu près. Maintenant, il va falloir que tu tapes des mains entre. Donc, ça veut dire, devant, on croise, tu tapes. Attends. Derrière, tu tapes. Ça? Ok. Oui, donc là, tu tapes. Derrière, hop, tu tapes. Encore, ici. Essaye d'aller plus vite. Allez, hop. Oui, voilà, tu tapes derrière. Voilà, bon, très bien. C'est pas facile là. Ah, c'est pas facile parce qu'on rajoute de plus en plus d'éléments. Maintenant, il va falloir que tu passes dessous. Donc là, tu montes les genoux, très bien. Donc là, à chaque fois dessous. Là, tout va bien. Là, je vais te rajouter des éléments. Derrière, devant. Non, devant, sous les jambes, puis derrière. Attends, là, oui, voilà, et tu reprends derrière. Mais en fait, tu y arrives, mais il faut te l'expliquer longtemps, c'est tout. Mais sinon, tu y arrives très bien. Très bien. Donc là, on va rajouter encore un autre élément. Là, tu vas aller toucher les genoux. Au lieu d'aller dessous, je rajoute des éléments. Hop. Tu touches les genoux. Ici, et pareil, derrière, on rajoute. Hop. Tu touches le genou en croisant. Hop. Derrière, ici, devant.
Et je t'accélère, plus vite. Allez, maintenant qu'on a compris. Ok, et je te rajoute, tape dans les mains, ici, tape dans les mains, derrière. Alors, on peut la féliciter parce que moi, je ne l'ai jamais fait en sautant. Et toi, tu as rajouté un élément, c'était qu'en plus, tu sautais. Alors que moi, je ne sautais pas. Donc, on peut te féliciter. Très bien. Très bien. Tu as travaillé le cardio en même temps. Et en plus, on rigole, en fait. Donc, ça, j'aime bien. Merci, Sophie. De rien. J'en peux plus, mais c'est pas grave, c'est bien. Allez, on va terminer à la cool, en jardinant. Reposer, Karine. Je vous assure, c'est pas facile. Hein. Je vous mets au défi de le faire. On fera après l'émission. Ouais. Romain aussi, vous entendez vous marrer. Ouais, ça coupe au montage, tu parles. Allez, la fougère à l'honneur aujourd'hui, Karine. Oui. Est-ce que vous avez le temps de jardiner un peu, Romain? Pas beaucoup. Non, à l'extérieur, je fais surtout des travaux en ce moment. D'accord. De construction, tout ça. Ouais. Mais ce sera pour plus tard, le jardinage. Exactement. Très bien. Un petit potager. Il faut consommer local et de saison, donc c'est important. Et puis ça va avec l'esprit de Trizy, réduction des déchets, tout ça, bien sûr. Exactement. Tout à fait. J'arrête de parler parce qu'il faut que je reprenne mon souffle. Je te laisse parler. On va donc parler des fougères et des sous-bois. On va la faire redescendre gentiment et tranquillement. Donc j'avais envie de vous parler des fougères. Alors là, je vous ai fait une sélection de fougères d'intérieur. C'est-à-dire que c'est des fougères que vous pouvez mettre toutes pendant l'été. Vous pouvez complètement les mettre à l'extérieur. Sur toute la Nouvelle-Aquitaine, il n'y a aucun problème. Mais par contre, il faut les rentrer pendant l'hiver. C'est vraiment des fougères qui supportent une température entre 20 et 22 degrés. C'est parfait pour elles. Et en descente de température jusqu'à 15 degrés, mais vraiment pas forcément en dessous. C'est-à-dire que là, si vous en avez à l'extérieur, pensez à les rentrer. Les nuits sont un peu fraîches pour elles. Donc c'est vrai que ça, c'est tout un tas de fougères qui ont leurs origines dans la forêt tropicale. Donc pour penser à comment les entretenir, je vous invite à vous imaginer dans la forêt tropicale. Donc ça veut dire sous-bois, ça veut dire de l'ombre, donc ça veut dire qu'elles n'aiment pas le plein soleil, et ça veut dire qu'elles aiment l'humidité. Elles n'aiment pas forcément avoir les pieds dans l'eau, mais elles aiment une humidité constante. Et c'est pour ça que la majorité des gens ont du mal à garder les fougères. Alors on va commencer avec celle qui est en bas. Celle qui est juste là, ça s'appelle une néphrolépice. Donc c'est vraiment la fougère la plus connue et la plus facile à conserver. Donc c'est vrai que cette fougère-là, si vous lui donnez une humidité constante, alors le petit conseil que je peux vous donner, c'est que quand vous mettez une soucoupe ou quand vous mettez un cache-pot pour retenir un peu l'eau, vous pouvez mettre un petit peu de sable. Ça veut dire que le sable va se gorger d'eau à l'intérieur de la soucoupe et du coup il y aura toujours une humidité, d'accord, qui sera là. Et la chose qui est valable par contre pour toutes ces fougères, la pièce qu'elles préfèrent à votre avis dans une maison, la salle de bain. La salle de bain. Quand vous avez la chance d'avoir une salle de bain avec de la lumière naturelle, n'hésitez pas, vraiment la fougère est faite pour vous, elle adore ça. La véranda aussi, quand on a la chance d'avoir une pièce avec une véranda, mais on évite le plein soleil et c'est valable pour toutes ces variétés. On va continuer avec le platycerium. Alors moi c'est mon chouchou. Je trouve que c'est une plante extrêmement graphique. Ah bah tu sais, moi je connaissais que la première variété de fougère, je connaissais pas les autres. Hein, le platycerium, alors c'est cette chose un petit peu bizarre. Il faut savoir que son petit nom commun, alors platycerium c'est son nom latin, mais son nom commun c'est corne d'élan. Parce qu'on a l'impression que ce sont des cornes, donc c'est absolument magnifique. Et du coup, regardez comment elle s'enroule, on le voit là, elle s'enroule sur elle-même. Donc elle a des feuilles et elle s'enroule sur elle-même. Et ça, dans la nature, ce sont des plantes complètement épiphytes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles s'accrochent sur les arbres. Donc ça veut dire que la structure du sol doit être extrêmement légère. Ça veut dire qu'il ne faut pas les enterrer, il ne faut pas leur mettre une terre trop lourde. On continue, alors celle-là, comme vous avez compris, donc très très belle. Vous savez sur quoi c'est très beau? Sur un tronc d'arbre. Ah ouais, d'accord. Alors vraiment, en structure, c'est magnifique. On continue avec celle-là. Ouais, elle est belle aussi. Alors celle-là, elle est d'un vert magnifique. Ça s'appelle un asplénium. Et ça, c'est aussi appelé le nid d'oiseau. On comprend facilement et aisément parce que regardez, ça fait comme un petit nid à l'intérieur quand elle pousse. Alors pareil, magnifique fougère épiphyte. Quand vous la mettez à l'extérieur, faites attention aux escargots. Ils l'adorent. D'ailleurs, celle-là a fait les frais. Hein. Elle a quelques petits endroits où c'est mangé sur cette feuille-là, par exemple. Mais ils ont bon goût, hein. Et pareil, c'est une plante qui adore l'humidité.
l'humidité, donc n'hésitez pas à l'humidifier généreusement, mais pas de terre trop lourde au rempotage. Et on finit avec celle-là que j'adore, qui est une fougère extrêmement légère. Celle-là, elle est vraiment très très belle. C'est l'adiantum, c'est appelé aussi le capillaire, donc très jolie et très légère et très belle dans un intérieur. Et bien voilà ce que vous pourrez planter chez vous, peut-être près d'Angoulême. Enfin, à Angoulême. Ouais, c'est ça. C'est technique la fougère. Elle est très, c'est une mine d'informations quand on parle jardinage. Karine, merci beaucoup pour ces conseils. Merci aussi à vous de nous avoir encore une fois suivis ce matin. Et puis merci à notre invité formidable, Romain. On souhaite longue vie à Trizy. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.